Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, vous racontez dans un livre une famille, une grande famille, la vôtre. Vous auriez pu intituler ce livre « Les gloires de mon père », mais aussi celle de mon grand-père et de ses ancêtres. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Alors, il y a cette histoire de famille qui sort chez Robert Laffont, un livre où pour la première fois, vous avez essayé de raconter, vous, mais surtout Michel Debré, Robert Debré et les autres Debré. Et donc, ça va être la clé de cette émission, si vous en êtes d'accord. Très bien. Alors, on va donc évoquer à travers ce livre des sujets d'actualité, parce que finalement, vous évoquez aussi à travers votre famille des sujets d'actualité. Et j'ai trouvé 3 dates tirées de ce livre. La première, Jean-Louis Debré, c'est le 23 janvier 1854. Je crois que c'est le premier Debré. C'est-à-dire, Anchel Moïse devient Anselme Debré. Oui, ce qui est très curieux, c'est que moi, je suis originaire d'une petite famille de Bavière qui, au moment de la Révolution, va venir en France parce que elle aime la liberté. Et vous savez que Napoléon, lorsqu'il a voulu intégrer les Juifs à la communauté nationale, leur a demandé de prendre un nom. Sinon, avant, c'était que des prénoms. Mais Anchel Moïse est profondément juif et il ne veut pas renier sa religion. Alors, il va choisir un nom et l'officier état civil ne va rien voir. Au lieu de prendre un nom à résonance chrétienne, il va s'appeler Debré, et qui va devenir très rapidement Debré. Et Debré, c'est en hébreu la racine de devarim, qui est de parler, mais pas parler pour parler, parler pour transmettre. Et donc, le premier acte révolutionnaire de la famille, c'est d'avoir pas respecté les directives de Napoléon et d'avoir pris un nom à consonance juive. Et un oncle, d'ailleurs, a continué ensuite en criant « Vive la République » en se jetant devant le carrosse de Napoléon III. Oui, c'est ça. Mais Napoléon... Non, de Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte. Parce que autant on pouvait, dans la famille, célébrer Louis-Napoléon Bonaparte, mais après le coup d'État du 2 décembre 1851, où Louis-Napoléon a tué la République, alors il ne faisait plus partie de l'imagerie familiale. Alors, effectivement, ce qui est important, c'est que Simon Debré, qui était votre arrière-grand-père, était grand rabbin. Alors, il a été d'abord... ce qui est important avec Simon, c'est qu'il a quitté l'Alsace en 1870, parce qu'il voulait rester fidèle à la République. Il avait choisi la République. Oui, il y avait le traité de Sedan et les Français devaient choisir entre l'Allemagne et la France. Absolument. Et donc, il vient à Paris, il fait l'école rabbinique et il va finir grand rabbin de Neuilly. Alors, le fondateur d'Israël, l'un des fondateurs, c'est Ben Gourion. Oui. Et Ben Gourion, il y a une rencontre importante avec votre famille. Oui, mon père a reçu Ben Gourion. C'était un symbole d'Israël, celui qui avait redonné à Israël une patrie. Et ça a été je n'ai pas connu, mais un grand moment dans ma famille, oui. Et il y a eu un grand moment aussi pour un journaliste, Joseph Kessel, qui a obtenu le visa d'entrée numéro 001 en Israël. Il est arrivé, et c'était le titre de France Soir à l'époque, j'ai obtenu ce titre. Il avait réussi à poser son avion avant tout le monde et à rentrer en Israël quand l'État était à peine naissant. Alors, il y a aussi, vous parlez des Debré en Alsace, il y a des Debré à Westhofen. Oui, alors si vous voulez, cette petite famille qui vient de Bavière, je voudrais faire une petite parenthèse. L'idée de ce livre, elle m'est venue de deux faits. Un jour, je suis président du Conseil constitutionnel, je fais de la bicyclette, je me déplace souvent à bicyclette, et un monsieur m'arrête et me dit « Est-ce que je peux vous parler ?» Oui, monsieur. Voilà, je suis juif, mes enfants ne s'intéressent à rien, j'ai chez moi toutes les œuvres de votre arrière-grand-père, je vais vous les transmettre. Monsieur, je vais aller chercher. Non, quand j'aurai décidé. Et quelques mois plus tard, je reçois un paquet au Conseil constitutionnel, mais il n'y avait pas de nom de qui me l'avait transmise. Et pour les Juifs, c'est très important, c'est la transmission. Et puis, l'autre moment, c'est une conversation que j'ai avec mon grand-père en disant, mais sommes-nous libres ? Sommes-nous libres ? Et une des théories de mon grand-père est de dire que en chacun de nous, il y a des millions de cellules qui nous sont transmises. D'ailleurs, ne dit-on pas que cet enfant ressemble à son grand-père, à sa grand-mère
Eh ben, pour les cellules, nous recevons. Et donc, la question que je me posais, sommes-nous libres? C'est pour ça que je suis allé à la recherche de mes ancêtres. Et ce grand-père Robert Debré, on écoute sa voix. Nous avions à la campagne, pendant de longues années, des chevaux et tous les matins, nous faisions une promenade à cheval. Nous avons encore un souvenir des chevaux que nous avons eus. Une voix reconnaissable entre mille, forte, qui a marqué votre enfance, Jean-Louis Debré. Oui, oui. D'abord parce que c'était un homme d'une humanité et d'une culture exceptionnelle, très attentif aux autres, l'ami de Peggy, de Valérie, le compagnon de Maritain, formé pour être philosophe. Oui. Mais il a décidé de devenir pédiatre. D'ailleurs, la rupture courte avec Peggy s'est passée dans un autobus numéro 63 où mon grand-père dit à Charles Péguy, tu sais, finalement, j'ai choisi de devenir pédiatre. Alors que Peggy destinait mon grand-père à être professeur de philosophie. Oui, il s'était connu très jeune. Il s'est connu très jeune. Et donc, c'est une rupture, mais la rupture ne va pas durer longtemps, tellement il y avait l'affection de l'un pour l'autre. Et mon grand-père va partir tout en étant médecin dans les cahiers de la quinzaine et dans un petit livre, une petite revue qu'il avait créée avec Maritain et qui s'appelait Jean-Pierre, qui consistait à donner aux enfants une culture. Un journal qui a duré quelques numéros, mais qui a marqué aussi votre grand-père Robert Debré. Oui, ça a marqué profondément parce que qu'y avait-il dans la rédaction? Il y avait Maritain et sa femme, il y avait Peggy, il y avait mon grand-père, il y avait beaucoup de grands intellectuels de la Sorbonne, car à l'époque c'était la Sorbonne qui dominait l'esprit français. Et donc j'ai été élevé dans le respect, le culte même de Charles Péguy. Charles Péguy, il faut le suivre, il est parfois difficile à suivre. Votre grand-père, on va le suivre dans quelques instants à travers une autre date, sa date de naissance, le 7 décembre 1882. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Louis Debré. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Louis Debré. Vous racontez dans Une histoire de famille chez Robert Laffont l'histoire des Debré, et notamment de Robert Debré, qui est né le 7 décembre 1882 à Sedan. Oui, Robert, fils de rabbin. Oui. Fils de rabbin par son père, et fils de rabbin parce que sa mère était également fille de rabbin. Et assez curieusement, Robert, qui va faire des études de philosophie, puis va s'orienter vers la médecine, est pénétré de la religion de son père. Mais il va devenir totalement agnostique. Oui. Totalement agnostique, pas athée, agnostique, tout en respectant toutes les religions. Et on va avoir ce qui est très important. Voilà, Robert qui va non seulement être agnostique, mais qui va épouser une catholique. Mais pas n'importe quelle catholique. Il va épouser une femme, ma grand-mère, qui s'appelle Jeanne de Babonsan. Et le père de Jeanne de Babonsan habite Toulouse, Muret exactement, et c'est un grand peintre. D'ailleurs, on va trouver ses peintures au Capitole. Et c'est un peintre catholique qui a fait sa renommée en peignant les filles des bonnes familles bourgeoises. Mais la bourgeoisie toulousaine est catholique et elle est anti-Dreyfusard. Or, Édouard de Babonsan est catholique et Dreyfusard. D'ailleurs, il va être choisi par les amis de Zola pour offrir à Zola une peinture, La vérité sortant du puits. Oui, il est le premier à avoir vraiment défendu Dreyfus, le capitaine Dreyfus. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a ensuite avoué qu'il descendait du capitaine Dreyfus. Je ne sais pas si vous le savez, Jean-Louis Debré, c'est Yves Duteil et il l'a chanté. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. C'est vrai que Yves Duteil est le petit-neveu d'Alfred Dreyfus et il l'a chanté. Oui, et d'ailleurs, je suis aussi très proche de la famille Dreyfus, puisque la femme de Simon est la sœur
de la femme du capitaine Dreyfus. Voilà. Donc on s'y perd un petit peu, mais On s'y perd un peu, mais si vous voulez, c'est l'idée qui va être très forte chez Simon. J'en reviens un mot à Simon, parce que Simon devient grand rabbin de Neuilly au moment de la montée de l'antisémitisme, mais il va être aussi au moment de l'affaire Dreyfus. Or, les rabbins, au moment de l'affaire Dreyfus, sont très discrets. Pourquoi ? Parce qu'ils sont payés par l'État. Sauf quelques rabbins qui sont payés par le consistoire, dont Simon Debré, qui va, à ce moment-là, avec le grand rabbin Zadok Khan, prendre la parole pour défendre Dreyfus. Et votre grand-père, Robert Debré, Jean-Louis Debré, a assisté au procès de Zola. Alors, mon grand-père, avec Lucien R, avec tous les Sorbonnards, était en soutien de Dreyfus, et ils sont allés assister au procès de Zola, ils ont beaucoup manifesté, parce que derrière l'affaire Dreyfus se profile la République, et l'indépendance de la justice, et la liberté d'opinion. Et vous en savez quelque chose, puisque vous avez été magistrat, et vous devez aussi à votre grand-père le fait qu'il ait soigné un enfant, et cet enfant vous a permis un jour, Jean-Louis Debré, d'arrêter un escroc. Oui, alors... je suis juge d'instruction et j'ai arrêté à Paris un très gros escroc qui était un des plus gros receleurs. Et nous avons une information selon laquelle il aurait des coffres en Suisse. Je décide d'aller exécuter ma convocation rogatoire. Les avocats me voient partir en riant. Voilà un petit juge qui va aller perquisitionner dans le coffre d'une banque en Suisse. Ils riaient. J'arrive dans la banque. Le banquier me dit non, monsieur, je passe vite, on ne perquisitionne pas dans ma banque, je vous reconduis. Mais votre grand-père a jadis sauvé ma fille. Elle avait un mal qu'aucun médecin n'avait diagnostiqué. Je suis allé voir votre grand-père, il l'a diagnostiqué, il l'a sauvé, il l'a guéri, il l'a sauvé. Elle m'a donné, il y a 3 mois, mon premier petit-fils. Vous pouvez descendre dans la salle des coffres, tout est à votre disposition. Pour solde de tout compte. Bien sûr. Pour solde de tout compte. Et quand je suis revenu à Paris, les avocats et le voyou n'ont pas compris comment j'étais arrivé à casser le secret bancaire. Il y a quelqu'un aussi qui a compté dans votre famille, c'est Anatole France, je crois, totalement oublié aujourd'hui, mais que Robert Debré a rencontré. Oui, alors Anatole France, oui, vous avez raison, et pourtant, quel écrivain. Quel écrivain. Lorsque mon grand-père a créé, avec Maritain et avec Peggy, Jean-Pierre, il a voulu, qui était imprimé par une imprimerie coopérative, il a voulu que l'inauguration soit faite par Anatole France. Et Anatole France est venu. Et ce que disait Anatole France à l'époque, convenait tout à fait à mon grand-père et à son agnosticisme, à savoir... ne vous laissez pas abuser par l'idée qu'il y a une vie au-delà de la mort, etc. Voyez les réalités. C'était dans cette campagne anti-religieuse, Anatole France a été le porte-drapeau. Oui, et on l'oublie un peu aujourd'hui, au bac 2016, il y a eu une question sur Anatole France à propos du discours au moment des obsèques de Zola. Oui. Et il y a, pour des élèves, Anatole France, c'était une station de métro. Oui. C'est pas encourageant. Oui, c'est oublié, et pourtant j'ai relu récemment Anatole France, et quelle écriture. Oui. Quelle écriture. Il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est François Mauriac, et un jour votre grand-père vous en a parlé. Oui, alors moi j'étais très admiratif, un grand admirateur de François Mauriac, et un jour j'interroge mon grand-père, disant mais parle-moi un peu de Mauriac que tu as connu. Et il me dit mais c'est un homme qui est méchant, qui n'est jamais satisfait, et je ne lui pardonne pas d'avoir dans ses carnets été très 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 désobligeant pour ton père. Et ils se sont brouillés un peu à ce moment-là. Voilà. François Mauriac, qui le soir dans les boîtes de nuit affirmait qu'il était le père de Jacques Chazot, vous voyez. Oui. Donc il avait, à mon avis, un petit peu abusé de la boîte de nuit. Et il y a eu quelqu'un aussi que vous avez rencontré, c'est Lord Mountbatten. Oui, alors au cours d'un déjeuner très tôt.
Oui, nous étions très jeunes et mon grand-père recevait dans sa maison en Touraine Lord Mountbatten, accompagné du colonel Rémy. Et c'était l'occasion, toute occasion pour mon grand-père était bonne de faire venir ses petits-enfants pour leur parler de la guerre, de la résistance et de ces héros, de ces hommes qui ont fait que nous sommes encore libres. Oui, et il vous a marqué, enfin, c'était un personnage étonnant, c'était quelqu'un de très, très sérieux, très grave, à l'anglaise, Lord Mountbatten. Lord Mountbatten, oui. Si vous voulez, on a. Mon grand-père, je me souviens, mettez-vous au bout de la table, vous ne parlez pas, vous écoutez et vous regardez. Et vous verrez ce personnage qui a la monarchie dans le sang et qui va parler de tout. Enrichissez-vous de la vérité des autres. Vous avez eu le privilège, effectivement, dans vos jeunes années, de rencontrer beaucoup de gens, Jean-Louis Debré, et je crois qu'il y a aussi Georges Duhamel et Jean Rostand. Oui, c'était des amis de mon grand-père. Oui. Georges Duhamel, c'était la guerre de 14. C'est par lui qu'on racontait. Il se voyait en Touraine. Et puis Jean Rostand, le fils d'Edmond, c'était un grand biologiste. Et comme j'ai aussi rencontré quand j'étais jeune Romain Gary. Oui, c'était dans ces familles bourgeoises soufflait la culture, le besoin de dialoguer avec des écrivains, des hommes de lettres. C'est ce qui m'a nourri. Oui, et l'oubli aussi. Bon, Jean Rostand, il faut savoir que il avait un partenaire d'échecs le dimanche à Ville d'Avray, c'était son voisin, un débutant qui s'appelait Boris Vian. Oui, oui. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Mais vous savez, moi je me souviens avoir vu à la maison également André Malraux. Malraux, il n'y a plus énormément de gens qui lisent Malraux. Et Oui. que Malraux a été une espèce d'intellectuel difficile à cerner parfois. Et je me souviens, je comprenais. Vous savez, un jour, je raconte cette histoire. J'avais un professeur qui était un admirateur de Malraux. Et il nous donne une dissertation à commenter une phrase de Malraux, une très belle phrase. Et cette phrase, il ne se peut que d'une des fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Magnifique phrase. Mais comme Malraux venait dîner à la maison ce soir-là, et que j'étais un peu paresseux, j'ai dit à Malraux, écoutez monsieur, dites-moi ce qu'il faut écrire. J'ai probablement pas très bien transcrit tout ce qu'il m'a dit. Je rends ma copie au professeur qui était un fan de Malraux, et la semaine suivante, il me dit la copie est mauvaise, vous avez rien compris. Et à ce moment-là, je dis monsieur, c'est vous qui n'avez rien compris, puisque c'est Malraux qui a rédigé cette copie. Et là, j'ai copé de 2 heures de consigne et d'une nouvelle dissertation sur Malraux. Je pense que le professeur avait raison, mais ça m'a beaucoup amusé. Malraux, justement, est au cœur de la famille, avec quelqu'un de très cher à votre cœur qui l'a nommé ministre, c'est Michel Debré. On en reparle dans quelques instants à travers une autre date, le 14 juillet 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Louis Debré. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Louis Debré. Alors, je parle du 14 juillet 2019 parce qu'à la fin de votre livre, vous dites que vous avez terminé le livre ce jour-là. Ça s'appelle Une histoire de famille chez Robert Laffont. C'est l'histoire de tous les Debré. Et 14 juillet, c'est quand même une date symbolique pour la République. Oui, parce que oui, mais ça s'est trouvé comme ça. C'est un livre sur lequel je suis depuis très longtemps. J'ai pris beaucoup de notes. Je suis allé dans les villages familiales de Westhoffen. Régulièrement, je suis allé aux archives. Et il y a un moment où il faut terminer. Et je me suis dit, et finalement, il faut que je termine parce que c'est l'ultime hommage, le 14 juillet, qui est le fête de la Fédération, qui est le fête de la République, qui est la fête de la République, qui est la fête du rassemblement. C'était pour ma famille une date importante. On ne manquait jamais une manifestation patriotique. Et donc voilà. Et vous avez fait ce livre, Jean-Louis Debré, pour lutter contre l'oubli, parce que vos grands-parents, votre grand-père comme votre père, ne racontaient pas tout. Oui, si vous voulez, ils avaient ce que j'appelle le syndrome du survivant. Quand vous avez fait, comme mon grand-père, Robert,
la guerre de 14 à Verdun, que vous avez été blessé, que vous avez vu vos camarades mourir. Il ne faut pas oublier que c'est Robert qui a ramené à la famille de Jules Ferry le corps d'Abel Ferry, qui avait été tué dans les tranchées, bien qu'il était parlementaire. Quand mon père qui s'est arrêté par les Allemands, emprisonné à la prison d'Autun, puis transféré à Orléans, grâce à ma mère, à ma tante et aux résistants du coin, ils ont pu s'enfuir. Mais en s'enfuyant, certains sont tombés. Alors, et votre père, justement, Michel Debré, on entend sa voix. Je reviens d'une petite île de l'océan Indien, déserte il y a 3 siècles, et compte alors commencer à peupler des paysans et des artisans français. Cette île comporte actuellement 400 000 âmes. Alors, votre père, Michel Debré, on lui doit beaucoup de choses. Il a été le Premier ministre du général. La Constitution actuelle, c'est lui qui l'a bâtie avec le général. Et le général de Gaulle, ils se sont rencontrés le 22 août 1944, juste avant la libération de Paris. Oui, absolument. Si vous voulez, mon père fait partie de la résistance intérieure. Il n'a pas rejoint Londres. Et il fait partie des réseaux de résistance. Et au moment de la libération, le général passe par la région centre. Mon père est alors commissaire de la République, c'est-à-dire préfet de la résistance dans cette région, et il accueille à Laval le général de Gaulle, et c'est leur première rencontre, et de cette rencontre, il n'y en aura plus d'autres, parce qu'ils vont rester liés d'une amitié et d'une affection très profonde. Le général arrivé à Paris va appeler mon père à son cabinet. C'est à son cabinet comme président du gouvernement provisoire que mon père va lui faire signer la création de l'École nationale d'administration pour assurer une promotion sociale dans la haute fonction publique. Je dis simplement que l'ENA, dont certains voudraient supprimer, est une création républicaine. Ça a été imaginé par Hippolyte Carnot en 1848, voulu par Jean Zay et réalisé par mon père. Donc c'est vraiment pour assurer à la haute fonction publique une promotion sociale et que ça ne soit pas uniquement des jeunes sortis des concours. Pendant toute la 4e République, mon père va être l'un des rares gaullistes à n'accepter aucune compromission avec les institutions de la 4e. Et en 1958, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il charge mon père de rédiger le texte constitutionnel. Mais c'est pas uniquement le texte constitutionnel. Mon père va après devenir Premier ministre, et il y a toutes les ordonnances, car ils sont convaincus, et on devrait bien entendre cela aujourd'hui, que la France, qui n'est pas un pays facile à réformer, les réformes se font dans la période qui suit immédiatement l'élection. Et donc, les ordonnances de 1958 vont réformer les institutions, la justice, l'éducation nationale, l'enseignement technique, l'agriculture, tout ça en quelques mois. Il modifie, et c'est mon père qui est à l'origine de cette modification. Alors, votre père, Michel Debré, donc, est resté 3 ans Premier ministre, ce qui est à l'époque est un record. Alors oui, puisqu'il faut savoir que sous la 4e République, nous avons la durée moyenne des gouvernements est de 6 mois. Oui, les bons mois, ouais. Les bons. Effectivement, alors vous racontez dans ce livre, Jean-Louis Debré aussi, qu'il travaillait très vite et il rédigeait lui-même ses discours, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Michel Debré était comme ça. Oui, alors d'abord, les parlementaires à l'époque n'étaient pas entourés de collaborateurs. Et mon père, parce que j'ai tous les discours, on les a transmis aux archives nationales, tous les grands discours, c'est l'écriture de mon père. Et il y tenait, et il travaillait très vite, et il fallait agir très vite à côté de lui. Alors, oui, parce que il faut décider. Et je me souviens toujours de sa phrase, quand on est un chef, on commande, on décide, et on assume. Voilà. Et la culture était tellement importante pour lui qu'un jour, à ses débuts, Pierre Bellemare a eu droit à une remontrance via le directeur de la télévision. Oui, il regarde la télévision et... Un jour, Pierre Bellemare avait fait une erreur sur l'origine de Jeanne d'Arc. Oui. Et mon père a écrit au directeur de la radio
l'époque ou la télévision, en disant quand on ne connaît pas l'histoire de France, il faut mieux aller, quand on est journaliste, s'occuper des chiens écrasés. Oui, ça s'est arrangé. Ensuite, en même temps, il a eu quelques soucis avec les médias. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une émission de chansonnier qui s'appelait La Boîte à Sel. Oui. Et il a été le premier à avoir droit à son image avec un commentaire par-dessus. C'est-à-dire que c'était ce que fait Laurent Gérard aujourd'hui et quelques autres. Ça a fait scandale à l'époque. Ça a valu l'interdiction et la censure de l'émission. C'était une autre époque. Oui. Et la liberté de la radio et la télévision n'était pas celle d'aujourd'hui. Oui, on le surnommait quelquefois la mère Michel, parce que c'était pas un très bon communicant, votre père. Oui, mais Jean-Louis mon Debré. père, si vous voulez, cette génération... depuis quelques années, la politique est devenue un métier du spectacle. Oui. Et donc, quand on parle, il faut donner l'impression. Or, mon père n'aimait pas les médias. Il avait besoin pour parler, pour s'exprimer, d'avoir un interlocuteur. Or, c'était au début de la télévision et il voit ce gros machin devant lui et il n'arrivait pas. Il était un bon orateur de meeting, il savait haranguer la foule, mais il se prêtait pas facilement à ce jeu de la télévision. Il était contracté, nerveux, et ça lui a joué des tours. Oui, alors que vous le racontez dans ce livre passionnant, Jean-Louis Debré, Michel Debré avait beaucoup d'humour, il aimait Jacques Faisan, il aimait De Funès, il lui a facilité les choses pour tourner Rabbi Jacob, et il aimait Feydeau et Courteline. La Biche. La Biche. Il a été président des Amis de la Biche. Et c'était terrible. Il connaissait tout la Biche par cœur. Et j'ai des souvenirs affreux d'aller assister à une pièce de la Biche à la Comédie Française. Et au moment de l'entracte, mon père va voir les acteurs et dit à l'un d'entre eux: je crois que vous vous êtes trompé à la deuxième tirade. Et quand vous avez 14 ans à côté, vous savez plus où vous mettre. Alors, il faut savoir aussi que Feydeau, il l'aimait. Il a assisté à Amboise à une représentation de Chat en poche avec Thierry Leluron. C'est la seule fois où Thierry Leluron fait du théâtre. La première était à Amboise, dont Michel Debré était le maire. Je ne sais pas si vous étiez là ce soir-là, Jean-Louis Debré. Moi, j'étais là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on peut le dire aujourd'hui, à prescription, Thierry Leluron voulait échapper au service militaire et il avait accepté de jouer ce spectacle parce qu'on allait l'aider justement au ministère à échapper à cette corvée. Je mettrais ça dans la deuxième édition d'une histoire de famille. Et vous aviez aussi une mère étonnante, une mère totalement anticonformiste, Jean-Louis Debré. Oui, notamment avec Madame Khrouchtchev, un jour, c'était particulier. Ma mère est la fille d'un architecte, Charles Le Maresquier, qui était le premier prix de Rome de Victor Laloux. Et un jour, elle était totalement anticonformiste. Elle avait d'ailleurs comparé Giscard à un Modigliani raté. C'est sympa, oui. Sympa, mais c'est pas totalement faux, au point de vue physique. Et un jour où Madame Khrouchtchev avait les pieds qui avaient gonflé lors de sa visite en France, elle avait installé dans un salon à Matignon une énorme bassine d'eau froide pour que les pieds de Madame Khrouchtchev diminuent. Et je vois encore la tête du chef du protocole du Quai d'Orsay, vous voyez, toujours bien polissé. Il rentre dans le salon et il voit Madame Khrouchtchev avec ma mère et Madame Khrouchtchev les pieds dans une bassine d'eau froide. Je crois qu'il a failli avoir un infarctus. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que vous racontez dans ce livre vos rapports avec le général de Gaulle. Vous étiez enfant, vous dîniez à l'Élysée. La soupe était obligatoire. Oui, alors d'abord c'était une épreuve, puisque, comme je le disais, ma mère nous passait en revue avant d'y aller, savoir si on avait les mains propres, on était bien habillés. Et il y avait deux moments très difficiles pour moi. Le premier moment, c'est la soupe. 14 ans, vous n'aimez pas forcément la soupe. Et ma mère disait, si le général vous dit... Et le général aimait la soupe. Et ma mère nous disait, si le général vous prend comme témoin et vous dit, est-ce que vous voulez un peu de soupe? Vous dites, oui, mon général. Et j'avais beaucoup de mal à dire, oui, général. Mais le moment le plus difficile était la fin, du repas. Parce que le général s'était renseigné auprès de ma mère sur nos résultats scolaires. Oui. Et pour faire simple, les miens pouvaient être meilleurs. Oui. Et donc nous redoutions, mes frères et moi, ce moment-là. Et souvent, ça commençait par moi. Je me souviens toujours un jour... Et puis, en plus, à l'époque, j'aimais beaucoup faire rire mes frères, moi, mes parents. Et le général se tourne vers moi et me dit, Jean-Louis, Birakem, j'ai 14 ans, hein, ça te dit quoi?
Et moi, sans réfléchir, pour faire rire tout le monde, je dis une station de métro. Oui. Je sens encore le regard de mes parents, disant, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et le général, ne trouvant pas ça très très drôle, mais après m'expliquant ce que c'était que Birakem. Oui, ce qu'on va en faire, en fait, vous avez fait une carrière politique grâce et en souvenir de votre père, Jean-Louis Debré. Alors, d'abord, parce que ça a été très important pour moi, j'ai été pendant plus de 15 ans juge d'instruction, chargé du grand banditisme et du terrorisme, où là, j'ai découvert un autre monde. Et puis j'ai fait une carrière politique avec une confidence de mon père, qui est très importante et que je raconte toujours aux jeunes. Quand je suis devenu pour la première fois ministre de l'Intérieur, il m'a fait venir, il était très malade, il allait mourir quelques temps plus tard, et il m'a dit, tu vas retenir une chose, tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. Et c'est tellement vrai. Et chaque fois que je rentrais dans un poste, président de l'Assemblée, président du Conseil constitutionnel, maire d'Évreux, député, je me disais, pense que c'est pas éternel. Et donc, reste les pieds sur terre. Ce qui est éternel, en revanche, ce sont les souvenirs que vous racontez dans ce livre, Une histoire de famille, chez Robert Laffont. On en apprend beaucoup d'autres sur vous, sur Robert Debré, sur Michel Debré. Merci de l'avoir écrit, Jean-Louis Debré, et merci d'avoir participé à ces Clés d'une vie. Et merci de m'avoir invité. Vous revenez quand vous voulez, sur Sud Radio, comme vous nous parlons vrai. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie, et nous, on se retrouve demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.